Bonjour à tous, chers participants. Au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins qui porte aujourd'hui sur le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble des activités de notre service en commerce international Accélère, ainsi que notre commanditaire en titre, Desjardins, qui a rendu cet événement possible. Je me présente, mon nom est Dina Mansour et je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire aujourd'hui avec M. Christian Sivière, président de Solimpex. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, je vous demanderai de ne pas utiliser la fonction main levée, mais plutôt de les écrire dans la boîte questions et réponses située au bas de votre écran au centre. Dépendamment de la version Zoom que vous avez, en français, c'est Q et R et en anglais, c'est Q&A. Donc, nous allons répondre à ces questions vers la fin de la présentation pour le temps qui est alloué aux réponses. Je vous demanderai aussi d'utiliser la section chat seulement si vous avez des commentaires ou bien des problèmes techniques. J'aimerais mentionner que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et que la rediffusion sera disponible sous peu sur notre page web. Vous allez également recevoir un sondage, si ce n'est pas déjà fait, automatiquement, que nous vous encourageons fortement à remplir. Ça prendra moins de 5 minutes. Ça nous aidera à nous améliorer, à voir vos commentaires et aussi vos suggestions pour des activités futures. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour vous présenter M. Christian Sivière. Donc, il a plus de 30 ans d'expérience de carrière en logistique internationale, autant en Europe qu'au Canada. Et il a démarré sa compagnie de solutions import-export logistique Solimpex en 2010. Son entreprise offre de la consultation et de la formation sur le développement à l'international et de l'information sur les aspects réglementaires, douaniers et logistiques, les accords de libre-échange, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et des sujets connexes au commerce international. Et il enseigne également à différents endroits, dont l'Association des transitaires internationaux canadiens à Toronto et la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés à Zurich. Il donne aussi sur une base régulière des séminaires, maintenant des webinaires pour différents organismes, dont la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous l'avons déjà d'ailleurs eu pour un webinaire passé de rencontres internationales Desjardins et il sera présent avec nous aussi pour un futur webinaire très prochainement. Donc, Monsieur Sivière, la parole est maintenant à vous. Avant de démarrer notre session de ce matin, je voulais vous partager avec vous les dernières statistiques donc, de notre commerce extérieur. Vous savez tous que notre plus gros marché à l'exportation, c'est le marché américain. Et l'année dernière, eh bien, les choses n'ont pas vraiment changé. Le marché américain représente encore les 3/4 de notre commerce extérieur. Et c'est un petit peu délicat en ce sens où ça nous rend très dépendants du marché américain. Donc, je pense que c'est important, évidemment, de maximiser les opportunités aux États-Unis et au Mexique, de bien profiter de l'accord de libre-échange, mais ça serait important aussi probablement pour notre futur d'essayer de diversifier nos marchés d'exportation. Donc, je n'ai pas besoin de présenter cette personne. Je pense que tout le monde en a entendu parler, de près ou de loin. Cette personne est encore là pour quelque temps. On ne sait pas pendant combien de temps. Et donc, qu'est-ce que je voulais souligner avec ça? C'est que, vous vous souvenez, on en a entendu parler à ce moment-là, lorsque les renégociations ont démarré. Il était dit aux États-Unis par cette personne que l'ALENA, NAFTA, était le pire accord de libre-échange jamais signé par les États-Unis. Donc, il a été renégocié en premier lieu avec le Mexique. Ensuite, le Canada a été amené dans les négociations et une nouvelle entente a été trouvée. Et donc, cette nouvelle entente est, d'après cette personne-là, le meilleur accord de libre-échange jamais signé par les États-Unis. Donc, c'est très particulier comme dialogue parce que, en fait,
si on part d'un accord, du pire accord jamais créé pour aller vers le meilleur jamais créé, évidemment, ça veut dire qu'il y a énormément de changements, ça veut dire qu'on a quelque chose de complètement nouveau, ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc, on pourrait appeler ça une tromperie. Voilà un nouvel adjectif que je viens de créer ce matin. Une tromperie, encore pire, c'est une tromperie. Donc, soyons sérieux. Pour ce qui est de l'échéancier, dont très brièvement, vous savez que l'ALENA est avec nous depuis 1994, que la nouvelle entente a été signée dans un premier temps en 2018, mais qu'elle n'a pas été, elle a été un petit peu bloquée, un petit peu laissée en suspens côté américain, parce que le Congrès américain, qui était devenu entre-temps à majorité démocrate, ne voulait pas que le président puisse clamer victoire. Donc, ils ont retardé un petit peu. Ils ont aussi voulu renégocier certains éléments. Donc, les démocrates au Congrès ont renégocié certaines dispositions sur l'emploi, sur la propriété intellectuelle et aussi sur l'environnement. Et donc, fort heureusement, cette négociation interne, à ce moment-là, a été menée à bien et a été conclue de façon positive en décembre. Et en janvier, finalement, le Sénat américain a ratifié l'accord, ce qui nous a permis à nous de lancer notre processus de ratification au Parlement. Et si vous voulez avoir un bel exemple du just in time, en fait, ça, c'en est un parce que le Parlement canadien, à cause de la crise de la COVID-19, a été ajourné le 13 mars. Donc, le dernier jour où le Parlement canadien était encore en session, c'est le jour où on a ratifié l'accord. Donc, ça nous a permis de boucler ça, donc vraiment in extremis. Et pourquoi l'accord va être maintenant en vigueur le 1er juillet? En fait, c'est parce que dès le début, la disposition qui était prévue, c'est que dès que le dernier pays, dès que le troisième pays ratifiait l'accord dans son processus interne de ratification de ce genre de traité, il serait en vigueur 3 mois après cette dernière ratification. Donc, ratification du Canada le 13 mars, ça voulait dire obligatoirement que l'accord allait être en vigueur 3 mois plus tard, donc le 1er juillet. Donc, on peut dire que la date, si on est surpris aujourd'hui que ça arrive si vite, en fait, c'est un peu dommage parce qu'en réalité, on pouvait prévoir déjà en décembre, janvier, lorsque les Américains l'ont ratifié, lorsque le Congrès américain l'a ratifié et le Sénat, on pouvait prévoir que l'accord allait être en vigueur probablement cet été. Donc, ça, c'est pour ce qui est des dispositions donc, de l'échéancier. Maintenant, les changements, donc aujourd'hui, évidemment, la session est quand même relativement rapide, donc on va traiter seulement des grandes lignes, on ne va pas avoir le temps d'aller dans les détails. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller un peu plus dans les détails à la fin, lorsqu'on aura la période de questions. Donc, j'ai résumé ça de façon la plus concise possible, tout en vous donnant quand même un maximum d'informations, surtout des pistes, en fait, pour que vous sachiez dans quel secteur, dans quels éléments vous allez devoir aller fouiller pour avoir plus de détails par la suite. Donc, la première chose, c'est qu'on a une clause crépusculaire, une clause sunset donc, de 16 ans. Donc, c'est nouveau. Vous savez, l'ALENA, en fait, original, c'était comme un contrat de mariage. Quand on l'a signé, quand on l'a mis en vigueur en 1994, c'était pour toujours, a priori. Et c'est comme ça que fonctionnent les accords de libre-échange. Les Américains, dans celui-ci, ont voulu mettre une clause butoir, une clause sunset qui dit qu'à partir d'un certain temps, l'accord ne sera plus en vigueur. Pourquoi ça a été fait comme ça? C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il y a un processus aussi de révision automatique qui aura lieu aux 6 ans, donc, qui est prévu. Donc ça, par contre, ce n'est pas mauvais, bien sûr. Le mécanisme des règlements des différends a été maintenu, donc il a été un peu modifié. Il y a eu quand même pas mal de changements là-dessus, mais ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle la section 19. Donc ça, c'est resté en place. Pourquoi je le souligne? C'est parce que les Américains voulaient l'enlever et c'est le Canada qui a voulu le maintenir. Donc, pour la petite histoire, c'est comme ça. Au niveau des produits laitiers, donc on en a beaucoup parlé au Canada parce que ça a un gros impact sur notre industrie laitière, évidemment, qui est surtout au Canada. L'industrie laitière, elle est surtout au Québec et en Ontario. Donc, on a ouvert notre marché pour
des produits américains, donc pour une quantité additionnelle de produits américains. Donc, ce n'est pas énorme, ça représente 3,6% du total. Donc voilà, pour relativiser. Il faut savoir que les Américains voulaient qu'on arrête complètement, voulaient qu'on démantèle notre système de gestion de l'offre, et le Canada a maintenu sa position. Donc on garde notre système de gestion de l'offre, mais on a ouvert un certain pourcentage de notre marché aux produits américains. Donc d'une certaine façon, c'est quand même, si on peut dire, un gain pour le Canada, en ce sens où on a limité la casse. Pour les produits pharmaceutiques, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au départ, on avait convenu de raccourcir la période de protection, ou plutôt non, de la raccourcir. Et en fait, cette disposition a été enlevée lors des renégociations. Donc, il n'y a pas de changement pour ce qui est de la propriété intellectuelle sur les produits pharmaceutiques. Une disposition qui est un peu spéciale, c'est que les Américains se donnent le droit d'un droit de veto sur nos nouveaux accords de libre-échange, en particulier si on signait des accords de libre-échange avec des pays comme la Chine, par exemple. Les Américains veulent se donner un droit de veto. Donc la Chine n'est pas mentionnée spécifiquement dans l'accord, mais on fait référence dans l'accord aux pays qui ne suivent pas les règles du marché. Donc, sous-entendu, la Chine. Donc ça, c'est pour ce qui est des grandes lignes. Il y a aussi des dispositions qui renforcent la propriété intellectuelle sur les brevets, sur plein de choses. Et donc ça, c'est pour les dispositions plus générales. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qui nous impacte beaucoup plus si on est un exportateur, un importateur aussi, éventuellement un manufacturier, mais surtout au niveau des exportateurs. Donc, qu'est-ce qui va changer dans l'accord de libre-échange, dans cet accord de libre-échange qui est passé du pire accord au meilleur accord? Donc, il va y avoir beaucoup de changements. En fait, il y a peu de changements. Et je dirais l'industrie qui va être impactée le plus, c'est l'industrie automobile. Donc, si vous êtes dans l'industrie automobile, l'industrie automobile canadienne est concentrée en Ontario pour ce qui est des usines d'assemblage. Vous savez qu'on a pas mal d'usines d'assemblage automobile en Ontario. On a aussi une usine d'assemblage de camions. Et c'est sûr que ça va impacter beaucoup cette région-là. Au Québec, on n'a pas d'usine d'assemblage, mais on a quand même plein de compagnies performantes qui fournissent des pièces automobiles. J'en connais quelques-unes. Vous en connaissez aussi. Et c'est sûr que le nouvel accord va avoir un impact énorme sur cette industrie-là. Pourquoi? Parce que les règles d'origine ont été rendues beaucoup plus sévères, beaucoup plus exigeantes, pardon. Et donc, c'est un aspect de l'accord qui est vraiment très particulier, je dirais, parce que les règles d'origine pour cette industrie-là sont extrêmement exigeantes, et je pense qu'elles vont être aussi très complexes à gérer et à administrer. Pour vous donner une petite idée, les pourcentages de contenus régionaux ont été augmentés. Donc, pour les automobiles, c'est passé de 62,5 à 75. Pour les camions, ça a été augmenté également, mais avec des pourcentages différents. Et pour les pièces automobiles, les pourcentages ont aussi été augmentés, mais avec des pourcentages différents. Et on a aussi des dispositions pour la question des salaires des employés. Donc, il faut qu'un certain pourcentage de ces véhicules-là, qui vont être assemblés en Amérique du Nord, soient assemblés dans un pays où on paie un salaire minimum de 16 $ de l'heure. Donc, sous-entendu, ça ne sera pas possible au Mexique, mais ça sera possible au Canada et aux États-Unis. Donc, ça protège l'industrie américaine et peut-être aussi l'industrie canadienne. Donc, ça, c'est une autre disposition pour l'automobile. Et en dernier, il y a aussi la question de l'acier et de l'aluminium, dont on a beaucoup parlé au Québec, à juste titre d'ailleurs. Et donc là, les industries dans cette manufacturière, dans le domaine automobile, vont devoir utiliser 70% d'acier et d'aluminium nord-américain. Donc voilà des dispositions très, très particulières, très complexes. Il y a certains échéanciers, on a un certain nombre d'années pour les mettre en œuvre. Par contre, pour d'autres, pour la question du 70% pour l'aluminium et l'acier, ça va être immédiat, c'est au 1er juillet. Donc, si vous êtes dans cette industrie-là, vous savez déjà certainement tout ça parce que ça va vous impacter énormément. Ce qui est peut-être un peu regrettable, c'est qu'on peut peut-être dire que ces nouvelles règles sont tellement exigeantes que
l'industrie automobile nord-américaine risque de devenir moins compétitive. Donc ça pourrait être un débat. Quelques changements pour le textile au niveau des règles d'origine. Donc là, je parle des règles d'origine, puisque la règle d'origine, comme vous savez sans doute, c'est le cœur d'un accord de libre-échange, puisqu'on veut que nos produits puissent être qualifiés selon les règles d'origine qui sont variables selon les produits. Donc c'est vraiment le nœud, le noyau de l'accord de libre-échange pour les exportateurs de biens. C'est quels sont les changements des règles d'origine. Donc changement majeur pour l'automobile, petit changement moins complexe à gérer pour le textile, aussi pour l'industrie chimique, cosmétique, pharmaceutique et la technologie de l'information. Et pour ceux d'entre vous qui aimaient bien les détails techniques, donc vous savez que les règles d'origine spécifiques, donc pour l'ALENA, pour NAFTA, sont contenues dans ce qu'on appelle l'annexe 401. Les gens qui travaillent dans ce domaine-là savent à quoi je fais référence. Et donc, cette fameuse annexe 401, qui est un peu la Bible des gens qui travaillent dans ce domaine-là, elle n'existe plus. Enfin, elle a changé de nom, évidemment. Donc, il faut s'habituer à l'annexe 4B. Et puis, un autre changement majeur auquel il va falloir s'habituer, c'est au niveau du certificat d'origine. Donc, le certificat d'origine NAFTA, l'ALENA, vous savez, il ressemble à ça. Hein, vous voyez la feuille ici. Je vous l'ai mis sur l'écran aussi. Donc, cet accord de libre-échange, ce certificat d'origine NAFTA, eh bien, vous pourrez le plier, ce document-là, et puis faire ça avec. Et voilà, le certificat NAFTA est parti. Pourquoi? Parce qu'à partir du 1er juillet, on n'a plus besoin d'un certificat NAFTA pour confirmer qu'on rencontre des règles d'origine, donc pour obtenir les tarifs douaniers préférentiels. C'est remplacé, ça, par une certification d'origine. Donc, c'est là qu'on voit évidemment qu'on peut dire probablement que ces accords de libre-échange sont négociés par des bureaucrates et non pas par des personnes qui ont l'expérience pratique des affaires, parce que certains disent que c'est plus simple maintenant puisqu'on n'a plus de certificat d'origine NAFTA à remplir, et en réalité, c'est aussi compliqué qu'avant puisque cette certification d'origine, au lieu qu'elle soit sur un document spécifique qui a un numéro, qui a certains prérequis, eh bien, on fait à peu près la même chose, mais on fait ça sur un format libre. Donc, c'est ça le gros changement de l'accord. Au lieu d'un certificat d'origine spécifique sur une formule spécifique où il y a des champs spécifiques à remplir de la bonne façon, on va avoir une certification d'origine qu'on pourra mettre sur n'importe quel document. Donc, en théorie, on pourrait mettre ça sur une facture si on a la place, si on a l'espace, si notre système SAP ou autre nous permet de gérer ça comme ça, ou il faudra créer notre propre format. Donc ça, c'est le changement majeur au niveau pratique pour les exportateurs et pour les importateurs aussi, bien sûr. L'autre changement, c'est que cette certification d'origine, elle pourra être remplie par l'exportateur ou le producteur, comme dans le passé, mais aussi par l'importateur. Donc, je dirais que ça change complètement la façon de voir les choses et de gérer ça au quotidien. Maintenant, ce qu'il faut toujours réaliser, évidemment, c'est que la personne qui signe ce document-là s'engage, c'est un document qui nous engage légalement et on confirme par ce document-là qu'on rencontre les règles d'origine. Donc, les douanes concernées peuvent venir faire un audit chez nous par la suite s'ils pensent qu'on ne rencontre pas les conditions. Donc, c'est aussi légalement délicat, si on peut dire, que le certificat. Simplement, ce n'est pas sur un papier spécifique, c'est sur un autre papier, un format libre. Autre chose qui vont changer, bon là c'est un petit peu technique, désolé, le Merchandise Processing Fee, il reste, on a toujours une exemption tant qu'il s'agit de produits ALENA. La section 232, ça fait référence au fait que les Américains se donnent le droit, comme vous vous en souvenez, c'est arrivé en 2018 sur l'acier et l'aluminium, les Américains se donnent le droit d'invoquer la sécurité nationale pour imposer des taxes supplémentaires. Ça, c'est resté. Ce qu'on a gagné, par contre, c'est qu'on va avoir 60 jours de préavis. Et voilà, donc voilà l'amélioration. L'exemption de minimis, ça fait référence au fait qu'un produit qui a peu de composantes étrangères peut être qualifié selon l'accord de libre-échange et bénéficier des tarifs préférentiels s'il n'a que 7% de contenu étranger. Donc, l'ALENA, c'est 7%,
Et le nouvel accord, l'AKEUM ou le UNSCA, le pourcentage passe à 10%. Donc, c'est pas une révolution, c'est un petit changement. Et pourquoi ce n'est pas une révolution non plus? C'est que, en fait, dans nos autres accords de libre-échange avec l'Union européenne et avec le partenariat transpacifique, on a déjà une disposition à 10%. Donc, finalement, ce que le nouvel accord nous donne, c'est ça nous met au niveau des autres, finalement. Les envois de faible valeur, oui, donc, excusez-moi pour les personnes pour qui ces choses-là ennuient. Donc, je vous donne un peu d'informations techniques. Là, pour les envois de faible valeur, le montant a été élevé, a été remonté de 2 500 à 3 300 dollars canadiens. Et la franchise de droits de douane et de taxes pour l'importation, donc ça s'applique aux personnes, aux particuliers quand on passe la frontière. Également au commerce en ligne, c'est passé au Canada de 20 dollars à 40 dollars pour la TPS et à 150 dollars pour les droits de douane. Donc, qui est-ce que ça impacte? Ça impacte le commerce en ligne. Et donc, pour référence, je vous ai mis, vous voyez, la nouvelle limite pour le Canada, qui est de 40 pour la TPS et 150 pour les droits de douane. Au Mexique, c'est 50 pour la taxe à la valeur ajoutée mexicaine et 117 pour les droits de douane. Aux États-Unis, ça a toujours été à 800 dollars depuis plusieurs années. Ça n'a pas toujours été à 800 dollars, non. C'était à 200 dollars et c'est passé à 800 dollars déjà il y a quelques années, avant le président actuel. Donc, on ne peut pas le blâmer pour ça. Et donc, ça a un impact énorme, ça, sur le commerce en ligne, parce que ça veut dire que si on fait rentrer des produits aux États-Unis, qu'on achète des produits en ligne, quand on les importe aux États-Unis, s'ils valent moins de 800 dollars, on ne paie aucun droit de douane, aucune taxe. Et donc, les Américains voulaient qu'on remonte notre seuil jusqu'au même niveau que le leur, mais on a résisté et on est arrivé quand même à l'augmenter, donc de 20 à 40 pour la TPS et de 20 à 150 pour les droits de douane. Donc, à qui est-ce que ça impacte ça? À qui est-ce que ça avantage? Évidemment, c'est des gens comme Amazon qui, vous savez, le commerce en ligne déjà est en plein essor à cause de la crise de la COVID-19. Et il était déjà en pleine augmentation, en plein essor, puisqu'on sait qu'il y a plein de magasins qui ont fermé suite à ça, que ce soit les Sears ou les Payless ou autres. Et donc, le commerce en ligne qui était déjà en plein essor est encore plus est encore plus avantagé de nos jours par la fameuse crise de la Covid qu'on vit actuellement, mais aussi par les dispositions du nouvel accord de libre-échange. Donc, on peut supposer que ce sont ces gens-là qui ont poussé le gouvernement américain à augmenter les seuils et à ensuite pousser le Canada et le Mexique à augmenter leurs seuils. Maintenant, cette personne-là que j'ai sur l'écran, que vous voyez, ce n'est pas la seule qui se réjouit, figurez-vous. Il y a plein d'autres personnes qui se réjouissent de ça, et en particulier celui-ci qui est le propriétaire de Alibaba. Pourquoi, en fait, qu'est-ce que Alibaba, qu'est-ce que la Chine a à voir avec ça? C'est qu'en fait, les dispositions du seuil d'augmentation du seuil de marchandises, ça va s'appliquer. Ça ne va pas s'appliquer selon l'origine des produits, ça va s'appliquer selon d'où les produits sont expédiés au Canada ou expédiés aux États-Unis. Donc, oui, expédiés au Canada. Et donc, c'est une disposition très particulière, très bizarre, très injuste pour les commerces traditionnels, injuste aussi pour les gens qui paient des taxes, pour les contribuables, parce que peu importe l'origine des produits, que ce soit des produits américains, mexicains ou chinois ou indiens, ils vont rentrer au Canada sans payer de droits de douane jusqu'à une valeur de 150 dollars. Et en notant qu'ils sont expédiés des États-Unis. Donc, ce n'est pas une disposition qui est liée à l'origine des produits, c'est une disposition qui est liée à d'où on les expédie. Donc, c'est complètement contraire à tous les principes de base de tous les accords internationaux qui existent. Donc, encore une chose un peu spéciale. Donc, ces gens-là vont se réjouir. Et puis les autres qui font du commerce en ligne, ceux à qui ça ne plaît pas beaucoup, et ils ont raison, évidemment, c'est
post-Canada, parce que figurez-vous que cette disposition d'exemption de droits de douane jusqu'à 150 $, en fait, elle va s'appliquer seulement aux biens qui proviennent des États-Unis, qui sont expédiés des États-Unis et du Mexique, quelle que soit leur origine, mais ça ne s'appliquera qu'aux envois par courrier, donc par les envois par express, par messagerie. Donc, les propriétaires et les actionnaires de FedEx, de UPS, de DHL remercient les Américains qui nous ont forcés à accepter cette condition-là. Et par contre, les postiers canadiens, les contribuables canadiens qui contribuent à maintenir ce service postal au pays, eux, s'ils font venir des produits qui proviennent des États-Unis et qui font plus de 20 $, ils vont payer les droits de douane dessus. Et donc, ça désavantage énormément le système postal et Post Canada. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Donc, il n'y a pas que les commerçants traditionnels qui sont impactés par ça. Il y a aussi les postes. Donc, ce n'est pas seulement Aldo ou de telles entreprises qui se cassent la tête à faire venir des produits, à les importer, les faire rentrer en conteneur, les mettre dans un centre de distribution, les distribuer dans des magasins qui ont des employés, qui paient des loyers, qui paient des contributions sociales, qui contribuent à plein de choses. Donc, ces gens-là aussi sont désavantagés par cette disposition. Et donc, pour clore, pour terminer, puisqu'on est arrivé presque à la fin de notre session ce matin et on veut avoir du temps pour les questions, évidemment, ce qu'il faut voir, c'est, je vous ai dit que les changements de la règle d'origine s'appliquent seulement pour l'industrie automobile et pour certaines autres industries, mais c'est sûr que par principe, il faut quand même valider, même si je n'ai pas mentionné votre industrie, excusez-moi, il faut quand même aller valider ça, donc comparer les règles d'origine du nouvel accord à celles de l'ancien accord. Il faut se préparer à ne plus à ranger notre certificat ALENA au musée, hein, et puis il faut se préparer pour la nouvelle certification, s'habituer aussi au nouveau seuil, au niveau de seuil de valeur. Donc, vous avez mentionné les changements à ce niveau-là, et toujours penser que oui, ce sera encore plus important avec le nouvel accord de libre-échange d'avoir une bonne traçabilité des documents. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'avec ce nouveau système de certification qui va peut-être amener un peu de confusion au début, j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de vérifications a posteriori, plus d'audits par la suite. Et puis, évidemment, comme toujours, réévaluer notre chaîne d'approvisionnement, regarder qui sont nos fournisseurs, est-ce qu'on peut trouver de nouveaux fournisseurs, est-ce qu'on peut trouver des produits plus performants ailleurs et quel est l'impact sur l'accord de libre-échange en fonction de l'origine des produits. Trouver un nouveau fournisseur à Toronto ou à Calgary, c'est bien, mais d'où proviennent les produits? Donc, c'est ça qui est toujours important à considérer dans le contexte d'un accord de libre-échange. Bien se former évidemment notre personnel, c'est la bonne saison en ce moment puisqu'en principe, on a un peu de disponibilité pour le faire et s'entourer de bons partenaires, oui, c'est un point clé, bien sûr. Donc là, évidemment, je ne vous parle pas seulement des formateurs ou des consultants en commerce international, mais je parle aussi des courtiers en douane, je parle des transitaires qui sont des gens importants dans notre chaîne d'approvisionnement, qui sont des personnes clés. Donc, choisissez bien vos transitaires, vos courtiers en douane, établissez une bonne communication avec eux pour qu'ils soient à même de pouvoir bien vous servir. Donc, en gros, c'est ma conclusion aujourd'hui. Mais avant de terminer, je voulais quand même terminer par un petit clin d'œil, un petit sourire. Et c'est de vous rappeler, comme nous sommes dans une position unique au Canada, puisqu'on a 3 accords de libre-échange avec des entités, des régions du monde majeures. L'ALENA qui devient l'AKEUM ou le CUSMA en anglais, et puis aussi le CETA ou la ECG avec l'Union européenne et le partenariat transpacifique avec les pays du Pacifique, Japon, Australie, Singapour, etc. Donc ça nous met dans une position unique vraiment pour dynamiser nos exportations. Et donc comme je vous disais plus tôt, je voulais finir avec un petit sourire. Et je vous remercie infiniment pour votre attention et je suis à votre disposition pour notre période de questions. Merci infiniment, Christian. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, on va les prendre.
On en a déjà reçu quelques-unes, donc je vais vous laisser quelques secondes. Je vois quelqu'un qui a la main levée. Je vous demanderai de vraiment écrire les questions plutôt que lever la main. Donc, on a Sonja Mueller. Si vous voulez l'écrire, votre question, on va la prendre. Merci. D'accord. Alors, on va commencer. On a une première question de Michel Pexotto. Sa question est concernant la certification d'origine. Est-ce qu'on pourrait continuer avec le même format NAFTA et simplement changer le titre du document? A priori, oui. Qu'est-ce Parce qui se que, passerait? en fait, Oui. si on regarde les éléments de données qui sont obligatoires, ça correspond à peu près à ce qui est sur le certificat NAFTA aujourd'hui. Donc, je dirais, en principe, oui. Est-ce que ça va porter à confusion? Peut-être. Mais donc, je dirais, créer un document qui va reprendre les champs nécessaires et puis l'appeler certification d'origine selon le paragraphe 4B ou 5.2, je ne me souviens pas. Et donc, normalement, c'est comme ça qu'il faut faire parce que ça sera probablement plus pratique que de l'inclure, de l'incorporer dans une facture commerciale, qu'on peut faire, mais je pense que c'est trop volumineux comme trop d'informations pour l'incorporer dans une facture commerciale. Et si vous arrivez à le mettre sur une facture commerciale, c'est votre facture commerciale, donc ça c'est possible. Parfait. Moi, j'ai une autre question un peu plus de ma part. C'est la mise en vigueur des certificats d'origine. Est-ce qu'elle va se faire du jour au lendemain ou bien de manière graduelle? À ma connaissance, elle se fait le 1er juillet. D'accord. Donc, Donc, il faudra les voir. entreprises vont devoir prévoir Oui, que le 1er oui, juillet, ils aient déjà les nouvelles certifications. absolument. Je n'ai pas vu d'informations venant des douanes disant qu'on allait avoir une période transitoire. Je dirais qu'il faut faire. Ce qu'il faut surveiller, c'est les douanes américaines, bien sûr, et je n'ai pas vu de telles dispositions pour l'instant. Donc, à ma connaissance, ça va être le 1er juillet. Et puis aussi, ce que j'ai oublié de mentionner pendant la session, c'est que je vous ai dit, vous savez, le certificat NAFTA, on n'en a plus besoin, on peut le jeter. En fait, il faut garder évidemment nos certificats précédents de nos 5 dernières années. Ça, il faut bien garder ça bien précieusement. Mais dès le 1er juillet, il faut aller avec le nouveau système. On a Denis Poulain qui demande, mis à part l'ouverture au marché des produits laitiers à la hauteur de 3,6 à la faveur des Américains, y a-t-il d'autres changements au niveau de l'industrie bioalimentaire? Oui, il y a quelques dispositions pour certains produits de viande, de poulet et de volaille et pour les œufs, effectivement, dont on a moins parlé parce que c'est surtout le laitier qui a pris le devant de la scène. Mais il y a aussi des dispositions pour la volaille et pour les produits d'œufs. Parfait. Ensuite, est-ce que la certification d'origine demande une application plutôt que seulement un document de la part de Stéphanie Daniel? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce que ça demande une certification plutôt, Est-ce une que ça application plutôt demande que seulement un euh, document? toute une application plutôt que seulement un document? C'est un processus. Peut-être que Stéphanie peut clarifier sa question. Parce que ça demande, oui, un document. Cette certification doit être sur n'importe quel document et doit être présentée aux douanes. Elle peut, peut-être que Stéphanie pense à la question ce qu'on appelle la blanket period. Donc oui, la certification peut être spécifique cas par cas pour chaque envoi, comme elle peut couvrir aussi les produits pendant 12 mois. Donc comme le certificat ALENA était auparavant. D'accord. Sébastien Langlais-Bourassa veut demander la révision aux 6 ans. Est-ce que ça donne l'opportunité à des changements majeurs de l'accord? Oui, oui, parce que tout dépend de la volonté politique qu'il peut y avoir ou des nécessités économiques. Donc oui, il peut très bien y avoir un accord, des changements majeurs. Euh, Tout à fait. Ça peut arriver. On peut décider, dire voilà, telle industrie est menacée ou est un peu comme Trump a fait pour l'industrie automobile. En fait, la logique de la renégociation au départ, c'est parce que beaucoup d'entreprises américaines ont délocalisé leur production au Mexique. Donc, c'était ça le départ, en fait, le déclic. Et donc, pour arrêter ça, on a voulu renégocier l'accord et
en focusant sur l'industrie automobile. Et on le voit dans le résultat. Les gros changements majeurs, c'est seulement pour l'industrie automobile. Pour les autres industries, il n'y a rien, en fait. Donc, si les Américains décidaient dans 6 ans que leur industrie, de telle ou telle industrie est menacée et qu'ils veulent faire des changements pour que ça soit plus exigeant, eh bien oui, ça pourrait, absolument. Okay. Ensuite, Sébastien Letailleur se demande, est-ce que le nouvel accord change quelque chose au niveau du service, de l'industrie du service et notamment celle du tourisme? Au niveau du tourisme, je ne pense pas. Au niveau de certains services, oui, il y a probablement quelques dispositions. J'avoue les connaître mal. Je les connais moins bien au niveau des services. Donc, il y a des changements, effectivement. Il y a aussi des changements au niveau propriété intellectuelle. Je ne pense pas que ça impacte, par contre, le tourisme en tant que tel, mais plus pour offrir nos services, services financiers, services de TI ou quoi que ce soit dans les autres pays. On a une question de Hélène Christodoulou. Je pense que c'est une question de clarification par rapport aux règles d'origine. Elle dit, vous avez mentionné qu'il y a une obligation d'achat à 70% en Amérique du Nord, 50-50 Canada et États-Unis. Non, ça pourrait être 70% Canada, 70% États-Unis, ou le 100% des 70% peut être canadien, américain ou mexicain. Merci beaucoup. C'est-à-dire que c'est bon pour nous aussi, en principe. Oui, puis sa question, c'était spécifiquement à l'industrie de l'acier. Alors, ça s'applique à l'industrie automobile pour les composantes majeures et pour les automobiles elles-mêmes. Donc, c'est bien précisément défini. Et ça s'applique seulement à cette industrie-là et ça s'applique donc à l'acier et l'aluminium qui va être utilisé pour la manufacture de tels produits. Donc, c'est seulement pour cette industrie-là, l'industrie automobile, donc de l'automobile elle-même, aussi des pièces automobiles pour certaines composantes majeures. Seulement dans ce cas-là. Parfait. On avait une question aussi de Alain Prudhomme qui dit « Notre compagnie fabrique des produits de santé naturelle qui ont un NPN. Certains de nos ingrédients proviennent de Chine ou de l'Inde. Est-ce que ce nouveau système nous affecte? Faut-il déclarer ces ingrédients ou bien si le fait qu'il est fabriqué au Canada, l'origine est donc canadienne? » Il faut aller voir les règles d'origine spécifiques de ces produits-là. Et donc, si ça demande simplement une transformation ou si ça demande un pourcentage en valeur régionale. Donc, les pourcentages en valeur régionale, ils n'ont pas vraiment changé. En gros, c'est 60% sur le prix de vente, sur la valeur transactionnelle, ou 50% sur le coût. Donc, si vous rencontriez la règle d'origine sous l'ALENA, il n'y a pas de changement sur le nouvel accord. Vous la rencontrez encore. Donc, il faut quand même aller le valider pour être certain que les règles d'origine sont restées les mêmes pour votre produit, mais en principe, ça n'est pas affecté. On a une dernière question de Herbert Casquero qui demande lorsque nous utilisons un ALENA annuel, expire-t-il le 1er juillet ou pourrait-il garder sa certification jusqu'à la fin de l'année? C'est un bon point. Je dirais a priori qu'il expire, sauf indication contraire, il expire le 1er juillet, puisque à partir du 1er juillet, on doit créer et fournir une nouvelle certification d'origine. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu de disposition. Il se peut qu'on reçoive un avis des douanes, soit des douanes canadiennes ou des douanes américaines, dans les prochaines semaines, qui va nous dire qu'on va pouvoir continuer jusqu'à la fin de l'année avec les certificats et qu'on va créer la certification d'origine seulement pour de nouvelles transactions. Donc ça se pourrait. Ça serait bien, évidemment. Et donc, ce n'est pas impossible que ce genre de disposition sorte prochainement, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, a priori, le 1er juillet, on recommence avec une nouvelle certification d'origine pour tous les produits. Parfait. Merci beaucoup, Christian. Donc, je pense que ça clôt la période de questions. Donc, je vous remercie beaucoup à tous les participants. Je vous rappelle qu'on a un sondage qui va vous apparaître. Ce serait très apprécié. Il va prendre pas plus de 5 minutes à remplir.
J'aimerais vraiment vous remercier, M. Sirvière, pour toutes vos réponses et vos explications, votre temps avec nous. C'était très enrichissant et je suis certaine que vous avez amené beaucoup de clarifications et de nouvelles informations à notre auditoire. Avec grand plaisir. Merci à vous, Dina, pour l'invitation et bonne continuation à tout le monde. Ça va bien aller. Prenez soin de vous. On va s'en sortir. Bien, merci beaucoup. J'aimerais remercier encore une fois nos partenaires Développement économique Canada pour les régions du Québec ainsi que Desjardins. Et je vous invite à participer demain à notre Café Export qui aura lieu à 10 heures afin de vous mettre à jour sur les actualités internationales et entendre le parcours d'entrepreneurs durant la crise. Notre prochain webinaire rencontre internationale qui aura lieu comme à l'habitude tous les mercredis. Donc, le prochain va être avec M. Nabil Tayeb de l'agence WildWeb sur comment bien choisir sa plateforme e-commerce pour les marchés internationaux. Donc, suivez-nous pour ça. Je vais vous envoyer un message de suivi donc avec toutes les informations complémentaires à la présentation d'aujourd'hui ainsi que les liens pour la revoir. Enfin, j'aimerais aussi vous mentionner que notre équipe est là pour vous aider. Donc, on a mis en place un diagnostic international, un service qui est gratuit pour vous aiguiller. Donc, je vais vous envoyer aussi nos coordonnées si vous avez besoin d'aide. Alors, encore une fois, merci beaucoup, M. Sivière. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci à tous les participants. Passez une belle journée. Au revoir.